Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie pour, votre présence, aujourd'hui malgré, les très fortes, chaleurs. Donc je m'appelle Julie Bonneau-Dorin, je suis la pilote de l'Observatoire Défense et Climat, et chargée de mission à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie sur les enjeux de sécurité climatique. Je vous remercie pour, votre participation et venue à cet événement de l'Observatoire qui vient conclure, le cycle, de cette édition-là. Je tenais d'ores et déjà à remercier, tous les panélistes, pour leur disponibilité et les échanges, qui suivront, le panel et la conférence. Donc cet événement de clôture intitulé «Climat, défense et sécurité, une intégration globale, face aux mutations géopolitiques», sera, composé de 2 panels, que vous avez, affichés. De 2 panels. Un premier sur les regards croisés sur l'intégration étatique et institutionnelle de la sécurité climatique et un deuxième panel sur la sécurité climatique, enjeux stratégiques dans un contexte international en tension. Donc je vais revenir dans un premier temps sur, l'Observatoire Défense et Climat qui est donc financé et piloté par la Direction générale des relations internationales et de la stratégie à laquelle, j'appartiens, du ministère des Armées. Cet observatoire a été lancé en 2016, depuis maintenant 10 ans et a su, se renouveler au fil des années au travers de produits et livrables de qualité tels que la conférence à laquelle vous assistez aujourd'hui. L'Observatoire Défense et Climat a pour but d'éclairer le ministère des Armées, sur les effets des changements climatiques, de renforcer les connaissances et les capacités d'anticipation sur la sécurité climatique. Il s'agit d'un aspect qui est primordial pour le ministère des Armées, et celui-ci s'inscrit dans la parfaite lignée de la stratégie climat et défense d'avril 2022, coordonnée par, le major général des armées. L'Observatoire est ainsi ce qu'on pourrait dire et appeler le fer de lance de l'action du ministère en la matière, en élaborant entre autres un travail de sensibilisation des différents organismes aux impacts opérationnels, géopolitiques et géostratégiques des changements climatiques et en produisant des travaux d'analyse. Il permet également d'être un outil de coopération internationale avec les différents partenaires de la DGIS, que ce soit à l'échelle interministérielle, des organisations internationales ou auprès des enceintes politico-militaires coordonnées par la DGIS. Ce séminaire qui vient clôturer une édition de l'Observatoire très riche et dense en matière d'activité. Les équipes de recherche ont produit 12 notes et 3 seront publiées dans les prochaines semaines et mois. L'enregistrement de 23 podcasts avec des personnalités de marque comme le CEMAT, le CEMM ou encore l'actuel ministre délégué aux armées, l'ancienne directrice générale de la direction à laquelle j'appartiens. La tenue de séminaires à l'international, comme en Guyane avec beaucoup de partenaires, de la Climate Week en septembre de cette année, et la présence sur de nombreux panels, comme à Eurosatory, un panel organisé par l'Observatoire, ou encore un panel onusien à Accra au Ghana, ou lors d'une escale de la Jeanne d'Arc à Valparaiso. Ce très grand nombre d'activités me permet de vous dire toute la satisfaction qu'a la DGRIS de pouvoir travailler et financer une recherche stratégique d'aussi bonne qualité. L'élargissement du réseau et la notoriété acquise progressivement auprès des think tanks étrangers à l'international et à l'échelle française permettent à ce jour de faire infuser plus largement l'appréciation française des questions de sécurité climatique. Cela me permet également de vous partager les enjeux qui sont les nôtres au ministère des Armées et particulièrement ceux à la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Aujourd'hui, nous assistons à une verticalisation des risques et des menaces de l'espace au fond marin, au sein desquels les questions climatiques restent toujours plus prégnantes. Effectivement, nous pouvons constater que nous sommes dans un contexte d'intersectionnalité des crises qui peuvent provoquer des points de bascule et de rupture que nous devons tous anticiper, y compris au ministère des Armées, et surtout sur la question climatique. Ce contexte est couplé à celui de la dépriorisation des enjeux climatiques au sein des politiques publiques, au moment où la crise climatique, elle, s'accélère. Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater l'importance d'accéder et d'avoir à disposition de la donnée, de la recherche et une connaissance. C'est pourquoi la DGRIS a décidé de renouveler l'Observatoire pour un 3e cycle afin de poursuivre et maintenir les changements climatiques et le travail à ce sujet comme un thème d'intérêt pour le MINARM. C'est pourquoi la France, et en particulier le ministère des Armées que je représente aujourd'hui, s'attache à rester une puissance de premier plan en la matière, de poursuivre l'effort et l'engagement sur les sujets climatiques afin de conserver nos instances de dialogue avec nos partenaires sur le sujet et surtout car nous sommes également concernés. En effet, les changements climatiques
ont une incidence directe sur l'environnement stratégique, politique et opérationnel des armées. Ceux-ci peuvent remodeler à terme certaines missions, leur engagement, mais aussi viennent à questionner le pouvoir régalien et sa réponse, qui peut être incarnée par les armées, par exemple en cas de catastrophe climatique et naturelle. Cet environnement opératif est un autre côté en proie aux effets des changements climatiques et remodèle à terme certaines tensions et un contexte géopolitique. C'est à ce titre que le général d'armée, ancien SEMA Thierry Burkhardt, a déclaré que les changements climatiques étaient le 4e pilier de l'environnement stratégique des armées. Ces déclarations et les documents officiels que vous connaissez sûrement, la Revue nationale stratégique, la loi de programmation militaire, attestent aujourd'hui de la nécessité de saisir la dimension cumulative de certaines crises pour assurer une résilience effective des armées dans un contexte marqué par des conflictualités renouvelées, entre autres par le changement climatique. Ces problématiques occuperont les équipes de l'Observatoire au sein de leurs travaux dans le cadre du prochain cycle et nourrissent également les problématiques que nous traitons en interne. Je vais m'arrêter là pour cette introduction qui est assez longue et je tenais une nouvelle fois à remercier tous les panélistes au nom du ministère des Armées et de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie pour leur présence aujourd'hui. Et je vous invite également à consulter, puisque là on n'est pas à une restitution de notes, mais tous les travaux de l'Observatoire sur le site et d'aller écouter les podcasts sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous remercie. Merci Julie pour cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler des enjeux de climat, sécurité et de défense. Merci aux participants qui sont là en présentiel d'avoir bravé la chaleur, les transports pour être ici avec une clim fonctionnelle et à ceux en ligne aussi qui nous ont rejoints. Je suis Mathilde Jourde, co-directrice de l'Observatoire Défense et Climat et responsable du programme Climat à l'IRIS. Et je vais donc modérer cette première table ronde. Cette conférence, pour rappel, comme l'a introduit Julie, nous offre l'opportunité de nous rassembler pour 2 raisons particulières. D'abord, parce que nous avons marqué en mai la fin du 2e cycle de l'Observatoire Défense et Climat. Et aussi parce que cet observatoire qui a été créé en 2016, cette année marque en fait son 10e anniversaire. Et donc on voulait faire un événement de clôture de ce cycle et aussi en profiter pour prendre un peu de hauteur sur certains sujets qu'on évoquera notamment lors de cette table ronde pour parler de sécurité climatique à l'occasion de ces 10 ans de l'Observatoire. Je voulais aussi revenir, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur différents jalons de l'Observatoire de ces dernières années, puisque l'Observatoire a particulièrement contribué à faire évoluer la réflexion à l'échelle française sur la sécurité climatique, dans le cadre de plusieurs sphères, dans le cadre de la sphère institutionnelle notamment, avec un observatoire qui a contribué à vraiment ancrer les enjeux de sécurité climatique dans les agendas décisionnels. Donc Julie parlait à ce titre de la stratégie climat et défense qui a été officialisée en 2022. Mais il y a eu d'autres aussi dynamiques intéressantes qu'on a pu percevoir. On a le projet de loi d'actualisation de la programmation militaire 2024-2030 qui reconnaît aussi le dérèglement climatique. On a plusieurs dynamiques comme ça qui montrent qu'il y a une plus grande intégration au niveau des institutions de ces enjeux de sécurité climatique. L'Observatoire a aussi contribué à faire évoluer la réflexion dans la sphère académique, dans le cadre de la recherche, à la fois en creusant plus certains sujets sur, par exemple, des analyses géographiques ou thématiques, mais aussi en participant à la recherche sur des objets émergents comme la géo-ingénierie avec Sophia, comme plus récemment la note sur la désinformation climatique et les ingérences étrangères. Donc voilà, on cherche aussi à faire émerger, à participer à la réflexion sur des nouveaux sujets en lien avec la sécurité climatique. Et enfin, pour finir, une dernière sphère dans laquelle on a essayé aussi les chercheurs et les travaux de l'Observatoire ont essayé de contribuer aussi à l'évolution de la réflexion sur la sécurité climatique, c'est la sensibilisation du grand public et de la société civile. Au-delà effectivement de ces jalons plutôt institutionnels avec les stratégies qu'on a évoquées, on a aussi un observatoire qui permet de sensibiliser le grand public à cette question de la sécurité climatique, à la fois avec des conférences, avec les podcasts qui ont été évoqués, avec la participation des chercheurs et des chercheurs associés ou du comité scientifique de l'observatoire à différents événements, le Paris Space Forum, le Forum de Paris sur la sécurité et la défense, Eurosatori, la Paris Climate Week. Et donc, il y a ce lien aussi qui est fait pour sensibiliser sensibiliser le grand public et la société civile à ces questions. Donc cette conférence aujourd'hui, elle s'inscrit dans la continuité de ces travaux, donc mieux comprendre les liens entre climat, sécurité et défense,
pour mettre en avant l'importance à la fois d'anticiper ces enjeux, mais aussi mettre en avant l'importance de limiter ce qui participe à ces changements climatiques, donc les enjeux d'atténuation et aussi les enjeux d'adaptation. Et donc cet après-midi va être divisé en 3 temps. On va avoir une première table ronde de maintenant à 16h, une deuxième de 16h15 à 17h45, et ensuite un petit cocktail apéritif avec ceux qui souhaitent rester au frais et pour aussi se retrouver et échanger de manière plus informelle tous ensemble. On a la chance pour cette première table ronde d'avoir un très riche panel pour explorer les différentes questions. Et cette première table ronde sera l'occasion, comme je vous disais, de prendre de la hauteur et donc de revenir de manière globale sur le concept de sécurité climatique et d'examiner l'intégration progressive de ce concept par les différents États et différentes institutions. On va essayer de comprendre comment, grâce à nos panélistes, on va essayer de comprendre comment la sécurité climatique est intégrée par les États-Unis, par la France, par l'Allemagne, par le Canada, mais aussi par le CASCO, le Centre d'excellence de l'OTAN sur la sécurité climatique. Et vous voyez avec moi, on a donc certains panélistes qui sont avec nous, qu'on a beaucoup de chance d'avoir, mais qui sont en distanciel, et aussi des panélistes en présentiel avec nous. Donc Tom Ellison, qui est directeur adjoint du Centre pour le climat et la sécurité, qui nous rejoint des États-Unis. On a aussi Dr Rania Scheller, qui est responsable climat et défense au ministère fédéral de la Défense allemand. Adrien Estève à ma droite, maître de conférences en sciences politiques à l'université Clermont-Auvergne. Pauline Baudu, directrice du programme Climat Sécurité au Canadian Defence Association. Et Victor Bernot, qui est expert senior au CASCO, que je mentionnais juste avant, le centre d'excellence de l'OTAN sur la sécurité climatique. Merci à tous d'être avec nous. On va avoir 2 interventions en anglais. Vous aurez les sous-titres qui seront affichés sur l'écran derrière. Thank you, Rania, and thank you, Tom, for being with us today. Et je pense qu'on peut enfin rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça, je vais laisser la parole à Adrien. Et donc, Adrien, pour commencer cette table ronde, pour s'assurer qu'on ait tous la même compréhension de ce concept de sécurité climatique, est-ce que vous pourriez revenir sur l'émergence du concept, revenir sur ce que cette notion recouvre, les enjeux qu'elle englobe, et ensuite nous parler plus spécifiquement du cas de la France, pour voir comment la France s'est approprié ce concept. Merci beaucoup, Adrien. Recording in progress. Ça veut dire qu'on est enregistré. Hein. Bon, merci Mathilde pour l'invitation. Merci Léonore aussi, qui est quelque part dans la salle pour l'invitation aussi. Et je suis très heureux aujourd'hui de fêter les 10 ans en fait de l'Observatoire. C'est vrai que ça passe vite. Donc je me rappelle au début, je suis peut-être un peu plus vieux que vous toutes ici, vous tous. Et je me rappelle des débuts avec Bastien Alex, avec Alice Baya et toute l'équipe des origines de l'Observatoire. Et je trouve que c'est devenu une belle aventure à la fois intellectuelle et humaine aussi, ce qui est quand même aussi à noter. Donc pour revenir sur l'origine du concept de sécurité climatique, donc il faudrait distinguer 2 choses en réalité pour vraiment poser le sujet. Quand est-ce que les armées ont commencé à s'intéresser au lien entre dérèglement climatique et sécurité, et quand est-ce qu'elles ont commencé à parler de sécurité climatique comme un concept à part en fait. Donc à mon avis, il y a 2 choses différentes. Le lien entre dérèglement climatique et sécurité, on peut le retrouver aux États-Unis, notamment dès les années 70-80 en fait. C'est quelque chose qui arrive très tôt. On a des études assez poussées qui viennent des académies militaires, qui viennent de différents documents qui aujourd'hui sont déclassifiés pour étudier l'impact du dérèglement climatique dans certaines régions du monde, notamment le Moyen-Orient, la Corée du Nord aussi. Il y avait des études sur le sujet, sur la zone arctique qui a été très tôt étudiée aussi par le Pentagone. Donc dès les années 70-80, on trouve des choses extrêmement pointues en réalité sur le lien entre dérèglement climatique et sécurité. J'ajoute à cela que les modélisations militaires du climat ont aussi servi au GIEC, ont aussi servi aux scientifiques, aux climatologues, à modéliser aussi les scénarios climatiques. Donc il y a aussi un lien très fort qui est assez ancien entre le savoir militaire et le savoir climatique, ne serait-ce que du point de vue de la modélisation. Donc c'est en fait quelque chose qui est assez ancien si on regarde le lien entre purement dérèglement climatique et armée et sécurité. Le concept de sécurité climatique, qui est ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus récent. C'est un concept qui est politique avant tout, un concept récent qui émerge plutôt dans les années 2010. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est récent. Ça ne veut pas dire qu'il est né dans les années 2010, on peut peut-être le trouver déjà dans les années 90-2000, mais ça devient un élément de doctrine, un élément politique dans les années 2010 aux États-Unis, qui était un de mes terrains d'études,
Et en France, un peu plus tardivement, je dirais pour la France, c'est la fin des années 2010, à partir de la COP21 en réalité, et la création de l'Observatoire, si on doit aussi le dater de ce point de vue-là. Qu'est-ce que ça veut dire le concept de sécurité climatique? Le concept de sécurité climatique, ça veut dire tout d'abord en quoi le dérèglement climatique impacte les armées du point de vue de leurs opérations, et donc sur des théâtres qui vont être plus chauds, des théâtres qui vont être plus froids, ou des théâtres qui vont être impactés par des événements climatiques extrêmes aussi éventuellement. Donc c'est vraiment du point de vue très opérationnel, regardez un peu du point de vue plutôt de l'adaptation des armées. Qu'est-ce que ces nouveaux théâtres vont demander comme adaptation du point de vue de l'outil de défense, du point de vue des équipements, du point de vue de la logistique, du point de vue des corps des militaires aussi, qui vont devoir se déployer dans des théâtres de ce type-là, notamment des besoins en eau qui sont différents, des coûts de chaleur, enfin des aspects sanitaires aussi qui sont pas négligeables, et qu'on expérimente à Paris d'ailleurs aujourd'hui. Il suffit de marcher 10 minutes dehors pour se rendre compte qu'il y a des impacts opérationnels très clairs à des canicules de ce niveau-là. Donc il y a cet aspect, disons, très opérationnel, mais il y a l'aspect aussi stratégique. Donc il y a le tactique, mais il y a aussi le stratégique, et essayer de voir donc dans quelle région du monde, dans quel lieu, le dérèglement climatique va provoquer des crises, va provoquer des conflits, va provoquer peut-être éventuellement des actes de terrorisme ou de piraterie aussi. Et le travail de l'Observatoire, notamment le travail de la DGRIS depuis ses origines, c'est de faire une cartographie des risques climatiques dans le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que on en parlera avec les États-Unis, mais les États-Unis et la France n'ont pas tout à fait la même vision de là où il y aura des hotspots climatiques. C'est très lié à notre histoire stratégique, puisque pour les Américains, très souvent les États-Unis, c'est la zone arctique qui est considérée comme le hotspot climatique par excellence, avec les Russes de l'autre côté qui pourraient naviguer plus facilement toute l'année, qui pourraient venir menacer finalement les intérêts américains dans la région. Et l'acte de Trump récemment sur le Groenland, faut l'inscrire aussi dans cette histoire plus longue de la vision américaine de la zone arctique. Là, c'est pour les terres rares, mais c'est aussi pour d'autres raisons. La France, depuis très longtemps, le hotspot climatique par excellence, il est au Sahel. Le hotspot climatique par excellence, il est au Sahel. C'est au Sahel qu'il y aura du terrorisme climatique, il y aura des tensions climatiques. C'est pour ça que je vous dis que c'est un concept politique, parce qu'il se greffe à toute une vision stratégique qui est propre à chaque pays, et propre aux doctrines et aux priorités stratégiques de chaque pays. En France, on a une autre zone qui est considérée comme le hotspot climatique dans la doctrine du ministère des Armées, c'est l'Indo-Pacifique typiquement. Indo-Pacifique, où effectivement nous avons des intérêts aussi, et où il y aura, en tout cas c'est schématisé, des tensions autour des pêches et autour de différents paramètres climatiques aussi dans la région. Donc ce concept, je vais un peu peut-être conclure là-dessus, parce que je ne vais pas parler trop longtemps pour introduire le sujet. Il a été résumé sous une formule. On dit que la sécurité climatique, c'est considérer le dérèglement climatique comme un multiplicateur de menaces. C'est le terme qui est retenu aujourd'hui dans la plupart des doctrines stratégiques des pays. Donc multiplicateur de menaces, ça veut dire que le dérèglement climatique n'est pas une cause directe de guerre. Il n'y a pas de lien de causalité entre dérèglement climatique et guerre. En revanche, le dérèglement climatique va amplifier des tensions préexistantes, venir intensifier, multiplier les tensions qui existent dans différents pays. C'est donc un lien indirect, c'est un lien indirect qui est fait entre sécurité et climat la plupart du temps. C'est pas un lien de causalité directe, c'est très important. En France, pour faire donc l'aspect français, on est encore plus prudent, parce qu'en France, on a été pendant très longtemps assez rétif à parler de menaces, et en France, on préfère souvent parler de multiplicateurs de risques en réalité. Donc plutôt insister davantage par le risque sur des aspects encore plus indirects, c'est-à-dire voilà, le dérèglement climatique, non seulement c'est indirect, mais en plus c'est pas des menaces, c'est plutôt des risques diffus qui vont être amplifiés éventuellement dans l'avenir. Donc risque terroriste, risque de piraterie dans différentes régions du monde une nouvelle fois. Donc voilà brièvement sur la sécurité climatique. Le parent pauvre de la sécurité climatique, qui est encore aujourd'hui un peu le cas quand même, c'est le sujet de l'atténuation. C'est-à-dire le sujet de comment les armées elles-mêmes contribuent au dérèglement climatique et comment les armées elles-mêmes finalement participent à la dégradation des conditions planétaires. Qui aujourd'hui est le parent pauvre des doctrines stratégiques, et d'ailleurs on n'a pas de chiffres, il n'y a pas de chiffre qui est fourni par le ministère des Armées sur son empreinte climat, sur son empreinte carbone, et les rares chiffres que nous avons sont des chiffres indépendants aujourd'hui qui sont très bons, mais qui malheureusement gagneraient à être complétés. Donc voilà, il faut quand même insister sur le fait que les armées aussi sont des acteurs de la sécurité climatique du point de vue de leur empreinte aussi, et qui, je ne vous le cache pas, avec la militarisation en ce moment qui est en cours et le réarmement en cours, ne fait qu'augmenter. Voilà. C'est pour insister sur un peu ce qui n'a pas été fait aussi en termes de sécurité climatique.
Merci beaucoup Adrien pour cet état des lieux qui permet de bien cadrer aussi la discussion et la vision française ou l'intégration française de ce concept de sécurité climatique. Je me tourne vers vous, Renia Schever, désormais, pour avoir la perspective allemande sur le sujet qui est assez différente de la perspective française de par le contexte et l'histoire aussi. Et donc, comment est-ce que la sécurité climatique est-elle intégrée en Allemagne? Quels événements ont conduit à cette intégration-là aussi à l'échelle allemande? Et comment précisément est-ce que la sécurité climatique est intégrée par le ministère de la Défense? Comment est-ce que le ministère de la Défense traite de ces enjeux? Quelles mesures sont prises? Merci à vous. Merci beaucoup Mathilde, aussi pour l'invitation. Et peut-être tout d'abord, excusez-moi pour parler en anglais. Je comprends le français, je parle un peu, mais c'est pas suffit pour un discours propre. Okay, so I'll turn to English now. Can we have the presentation, or do we have to? Sorry. Ah oui. Merci. So I am going to speak a bit about the German way of integrating climate and security and climate and defense questions. And I'm focusing on my work at the Ministry of Defense, but I also spoke with my colleagues in the Foreign Office before, so to coordinate with them, and I'm also sharing a bit of their perspective. But what you see behind me is a strategy on climate adaptation that is my sort of daily work, making sure that it is being implemented. Okay. Oh, yeah. So what I'll start with is the climate security at AA. AA is the Auswärtige Amt. It is our foreign office, foreign ministry, right? And so they were involved in this question of how is climate and security, or climate peace and security, how are they connected since at least the early 2000s, even before that time. So really before this 2010 that Adrien just mentioned, when it became doctrine. But in the early 2000s, the Foreign Office already established an own division that was based on the idea that climate change is affecting international relations in one way or the other. And I chose this picture of the book by Sherry Goodman, the Threat Multiplier book, because it's this lens of climate change is adding to existing conflicts, and it's, tying into existing vulnerabilities and aggravating situations. And this is very much the view that the Foreign Office shares. So it takes a kind of preventive approach, trying to mitigate these risks and trying to make sure that conflicts don't aggravate, because the climate is changing, resources are becoming scarcer, we face extreme weather events, etc. And then the second image is, I don't know if you can, oh, sorry. We need to go back, so sorry. The image in the center is a document from the United Nations, which perhaps you can see it's very small. It's a presidential statement from 2011, but I chose it because it shows that the Foreign Office is really like one of the main topics is trying to streamline this question of climate and security into multilateral institutions. It means NATO, it means the European Union, but it also means first and foremost the United Nations. And the presidential statement you see here was in 2011, the first statement by the president of the United Nations Security Council that spoke to this nexus of climate and security. And there Germany took the baton from the Brits, who started these efforts in 2009, and then 2011. The statement came into place. A few years later, Germany co-founded a group of friends on climate and security at the United Nations together with Nauru, which now counts 82 members. So it's quite a significant group of countries in the world who really want to work on these questions. And during the last German membership in the UN Security Council in 2019-20, climate security was really a main issue that Germany pushed forward in New York.
you may be aware that there was also efforts to sign a UN resolution, Security Council resolution in 2020, which failed due to different countries who were opposed to it, but Germany is also very much behind these efforts of integrating climate questions in the UN and the Security Council. And today, you see this organizational chart. I was just going to mention that there is, or the Climate Security Nexus is firmly anchored in the institution of the Foreign Office. So there is a division on climate and security, environmental and water diplomacy. Since 2019, there has been the BCSC. It's the biggest conference on climate and security questions. It's an annual conference that really brings together practitioners from all the world's parts on these questions. Quite recently, there was a climate mobility forum, and there are more and more questions. So the Foreign Office is really pushing ahead on this. And with that, I'm looking a bit more at my turf, the Defense Ministry, and there I'm looking back at how the question has come to the agenda, and I'm starting with just 10 years ago in 2016. The ministry published a white book on security policy and the future of the Bundeswehr, the German Armed Forces. It's pretty striking that 10 years ago we didn't even talk about defense, by the way. So a lot of things have changed in Germany. But there it was included that climate change has significant consequences that threaten the existence of numerous countries and their population. So a kind of very broad awareness that climate change matters, I would say. And then in 2023, Germany published its very first national security strategy. It's also very striking that it only came into being in 2023, so very late to adopt this. But there it was mentioned that the climate crisis has security ramifications, and the defense policy guidelines of 23 are even more concrete and say that the effects of climate change will have far-reaching implications for the Ministry of Defense and the armed forces. So we're getting from the very abstract to the more concrete. So an increasing awareness that defense and national defense will be affected. And these considerations came together with something that happened at the EU level, and that was in 2022. The EU's Strategic Compass was published, so a kind of broad security document that guides the European Union's considerations on security more broadly. And this also had a focus on climate change, and stated that by the end of 2023, member states will develop national strategies to look at the implications of climate change on security and defense. And this kind of coincided with considerations in the German MOD, where we were in the process of publishing two distinct strategies. One is the Sustainability and Climate Action Strategy that really looks at sort of the mitigation questions, meaning what can the armed forces do to reduce their greenhouse gas emissions, to reduce their carbon footprint, and to increase the sustainability in their actions. And then a strategy on defense and climate change that doesn't say it out loudly, but in the end is an adaptation strategy, looking at how do the armed forces have to change and to adapt in order to be able to navigate a world that is altered by a changing climate. And of course, the two interact, and it's not always very easy to separate, but it's two distinct strategies. I know that in France it's one, but we cover it from two sides. And here again, I'm spelling out the strategy on defense and climate change. Is there to prepare the Ministry of Defense and the armed forces for a changing climate, and to initiate appropriate measures to ensure continued operational readiness. So what do we have to do to remain ready and effective?
and it does so in 8 fields of actions. I don't want to go into details with all of them, but the strategy covers things like the data. So how are we dealing with geo information and the data we need to understand how the climate is changing and how it's impacting us? How does our research and development and the technologies have to change? What does it mean for defense planning, for all the operations we run? But then personnel and infrastructure assistance, it's civilian and military corporations, essentially, and then cooperation and partnerships. And I circled the personnel and the infrastructure questions because these are the ones that we're pushing forward the most at the moment. This is in line with a general threat assessment or the threat situation. You may be aware that Germany is at the moment overhauling its conscription system. So we're trying to grow in numbers within the armed forces. So how do we factor in climate change considerations into this new system of training and so forth? And with the infrastructure, this also has to do with the heat wave we're experiencing, but we're experiencing at home more and more of extreme weather and climate change effects. And at the same time, we're really ramping up a lot of the infrastructures in line with the current threat perception in Germany. And so how do we make sure that the infrastructure is more and more climate resilient? And I stop here, and I'm happy to speak to more of these questions, but thanks for now. And back to you. Thank you, Rania, for presenting the German perception on climate security, and also merci d'avoir présenté les différents jalons peut-être institutionnels au niveau européen et la manière dont la dynamique peut-être européenne a aussi nourri la dynamique nationale et inversement. Je vais maintenant me tourner vers Tom Ellison, derrière nous, qui est en visio des États-Unis. Et Tom, I'll turn to you now, asking the question in French so that the audience understands. Comment l'approche américaine se distingue de celles européennes? Merci. Les États-Unis ont été pionniers, comme l'expliquait Adrien, dans la recherche académique, mais aussi dans l'intégration de la sécurité climatique à l'appareil de défense. Qu'est-ce qui explique cet aspect justement de pionnier? Et à l'inverse, on voit qu'avec l'administration Trump, il y a une remise en cause assez fondamentale de ces acquis. On a eu par exemple la suppression du plan d'adaptation des forces armées au changement climatique. Le secrétaire de la Défense, Pete Hegseth, a également s'est prononcé sur la suppression de toute mention des changements climatiques dans les doctrines de défense. Donc comment est-ce que ce recul aussi se traduit aujourd'hui? Donc Tom, je me tourne vers vous pour revenir sur ces différentes dynamiques. Thank you, Tom, for covering the US integration of climate security. Thank you. Sure. Thank you, Matilda, and thank you everyone for having me today. Is everyone able to hear me okay? And are you receiving my remarks translated on your end? I've been having some trouble with the translation in my own Zoom. We can hear you perfectly, and we do have the translation in the slides. We'll try and make it okay. The translation on your side. Apologies. Oh no, that's okay. Just yeah, if there are questions or things, I might need some help. But so yeah, thank you everyone for joining and having me here with you today. Congratulations to the observatory for its 10th anniversary. It's a real remarkable milestone, and I hope everyone there is staying cool with the really severe heat I know you all are experiencing. As was mentioned, I've been asked to cover a few things. One is the evolution of the US treatment of climate insecurity. Two is what explains that role and evolution. And then three is how do we make sense of the current Trump administration's approach to these issues. So next slide. So I'm Deputy Director of the Center for Climate and Security, which is an independent, nonpartisan organization based in the United States that works in the US and around the world on climate security issues. My own background is in the intelligence community. And CCS and IRIS have had
a long and collaborative relationship, including via the International Military Council on Climate and Security, which CCS serves as the secretariat for, and that IRIS is a leading partner in. So these are the topics, as I mentioned, that I will cover, and we can move to the next slide. So I'll break this into a few periods just to overgeneralize. But first, I would characterize before 2001 and the Bush and Clinton administrations in the United States, and even before that, a few sources of initial interest in what would become climate security. First would be longer standing topics of environmental security, which had looked at generally the role of the natural environment and its interaction with defense and security issues, both in terms of affecting conflict landscapes and also in terms of the impacts of militaries on the environment or military obligations for pollution control and those types of things. On the right there, you see a picture of Sherry Goodman, who was mentioned before, but was the first U.S. Undersecretary of Defense for Environmental Security in the 1990s. And her book that was mentioned talks a lot about that initial work on environmental aspects of military training and operations. And the second piece, and I think maybe a screenshot was lost in the slide, but is sort of more academic interest in this topic, including in somewhat official channels. So, for example, in 1990, the Naval War College had a very prescient paper about the impact of climate change on the Navy. So this was 1990. This was before any real or coinciding with sort of the first attempts at climate diplomacy at the UN level, and already this paper was talking about issues of how sonar would work differently, how military installations on coasts would be affected, how the Arctic would open up, etc. But in a very kind of academic sense. Then next slide. Oh, sorry. Yes, there we go. And then I would say in the 2001, sorry, back. Yeah, there we go. In the 2001 to 2016 period, the Bush and Obama administrations, you had a lot of work on this pick up dramatically. So it was in 2007 that the Center for Naval Analysis, which is a federally funded research institution, put out a major report on climate change and defense, which was the first use of that term threat multiplier, which became very influential in the field and was mentioned previously. And this was also the first time that you start seeing these issues being tackled in more official channels in the United States national security apparatus. So you had the first national defense strategy to talk about climate change. Actually, under President Bush, you had a prominent intelligence community assessment in 2008 looking at climate change and national security issues. You had the first adaptation plans from the Department of Defense and the Department of Homeland Security. And of course, this was in the Obama administration, coinciding with greater efforts on climate change more broadly, including the Paris Agreement, of course. Then next slide. Then, of course, we had the first Trump administration, which provides an interesting case of bringing in a political administration that was obviously very opposed to climate action, including pulling out of the Paris Agreement and broadly denying the importance of climate action. But interestingly, even in this case, and this is something I'll talk a little bit more about later in my presentation, even in this case, the one area of climate focus that did survive in US politics to an extent was in terms of climate change's impact on the US military and US national defense priorities. So even under the first Trump administration, it was during that time that a Republican Congress passed National Defense Authorization Acts, which you can see in that middle screenshot there, that first codified and recognized and defined climate security as a national security threat to the United States. You even had
Donald Trump's Secretary of Defense, Jim Mattis, acknowledging the relevance of climate change to U.S. armed forces. And then finally, or not finally, but next slide brings us to the Biden administration, which attempted to, partly in reaction to the Trump administration and a lot of work that was going on outside government at that time, really center climate change in national security and foreign policy issues. So this screenshot is from an early executive order from the Biden administration, which you may not be able to read all the text there, but essentially lays out the vision of putting climate change at the center of U.S. foreign policy and national security policy. Section 1 there says putting the climate crisis at the center of U.S. foreign policy and national security. And this executive order kicked off a whole host of security-related climate work, including the Defense Department's climate risk assessment, the President's plan for adaptation and resilience, the U.S. intelligence community's national intelligence estimate on climate change, and a whole host of other work that, again, coincided with a broader focus on climate action. Even in this case, however, there were obviously implementation challenges, even though we maybe didn't know how good we had it at the time. There were shortfalls in funding for climate finance, for example. There were difficulties in mainstreaming climate into operationalizing it in day-to-day activities beyond simply the risk assessment portion. So next slide. So briefly, what explains this evolution before we get to the current Trump administration? I would say a few things do. One is the nature of the U.S. defense and global footprint broadly. The United States, and everyone knows, is the world's largest and most sort of geographically vast military presence, and expects itself to be able to operate anywhere in the world, and has a great deal of resources that it can apply to scientific research, to foresight. It acquires a lot of systems and infrastructure that it expects to last for many decades. So it has these sort of responsibilities and resources that compel it to consider these global changes on its effectiveness. Second, I would say, is the U.S. military's political influence or clout. In the United States, despite a great deal of polarization or partisanship around climate change, the U.S. military historically has been a quite credible and trusted voice in the U.S. political system and public. And so when the U.S. military says something is important, that carries a lot of weight. Third is the U.S. has also historically had a very vast and capable scientific apparatus in terms of its broader university system and everything else, but also specifically in terms of its links to national security work. So you have the U.S. national labs that are subject to the Department of Energy, that have done a lot of advanced work on climate issues, and their links go back to things like atmospheric science that was initially developed studying nuclear weapons. Or you have the federally funded research centers around the country, including CNA, which I mentioned, which was the first organization that put out that threat multiplier concept. And then fourth, if we move to the next slide here, there's also, I would say, a political dynamic in the United States where, because climate change has traditionally been more divided by partisanship and political affiliation, which is something you can see in the polling on the right, which shows support for climate action based on political leanings. Because of that division, it has created, I think, a political value in the United States of exploring and developing and highlighting the national security impacts of climate change, because that national security voice is a relatively broadly credible voice in the political sense. So that partisanship and that
military clout combined to make an incentive there. And next slide. Briefly on US differences from the European perspective, which I was asked to speak about. First, of course, is that these US political swings, have an influence on European allies' work on these topics. Not to say that it dictates it, but it helps or hurts in terms of shaping the political space for prominent work on this topic. So under the Biden administration, for example, you had a great deal of work in the US on this topic, which I think helped encourage and incentivize work on the same topic among US allies in Europe. And conversely, with the current Trump administration, you've seen that create more of a political cost or trade-off in the minds of European allies. But I would say there are a few key differences, at least that I see, between the US and European approaches. One is that, of course, as I mentioned, the US climate debate is more politicized historically than it has been in Europe, where you've traditionally had more agreement across the left and right on climate change, although in some cases that may be potentially changing. I would also say that the US approach to climate security has been more military focused than the European approach. So, for example, if you compare US climate security narratives to those of, for example, the Berlin Climate and Security Conference, I think the European approaches to climate security have more of a diplomatic and development perspective, more prominent. And there's also, I would say, maybe more room in some European discussions for discussions of greening the military or reducing military emissions as a goal in and of itself. Whereas I think in the United States, there's much more exclusive focus on military climate action insofar as it improves military effectiveness. And then obviously, the United States compared to Europe is a lot of things. Every European country has a different history and context. So I would say that there's also quite a variety of military capabilities and priorities, of course, and authorities. So, for example, if you think about Germany's unique authorities or restrictions on the use of the military domestically and how that affects disaster response, or different views of the threat from Russia compared to other priorities like climate impacts in a place like Estonia versus Spain, right? Those are obviously very differing contexts, some of which are more distant from the US or closer. And next slide to wrap up a little bit. So now, under the current Trump administration, what does all that mean? Obviously, I won't have to run through all of the things the current Trump administration has done, but to sum up, we're really seeing widespread attacks on climate change as a priority, in terms of cutting personnel, in terms of cutting funding, in terms of reversing policies and dismantling various scientific capabilities, not only including withdrawing from the Paris Agreement, but even sort of using US diplomatic influence to try to coerce other countries out of climate action, for example, or the US military issuing memos saying that climate change essentially will be a forbidden word, right, and a broader chilling effect on the workforce. And I think the big change that explains this, and it's something that I think surprised some of us even in the field with the intensity of it, is the degree to which climate change is now being treated less as an area of policy debate and more as an area of climate as just one marker of sort of political identity to be combated, right? So climate is often much more mentioned in a long list of things like, woke and DEI, et cetera. And so that is something that has motivated a much more kind of ideological treatment of climate change. And still you see some continued quiet work going on under different terminology. The National Defense Authorization Act, for example, still includes
mandates for more work on wildfire resilience and other climate effects, but it's the only surviving work on that is very much removed from the climate term. And as I mentioned, that has extended to the Trump administration's interaction with allies abroad. And I think the explanation for that is really about an interaction of the vested interest in the fossil fuel economy, vested interest in our online attention economy, and the way that far-right ideology has expanded at the intersection of those things, and is sort of broader than specific climate policies or climate communications, and some type of misstep or backlash on the part of the climate security community. Next slide. And so to wrap up, yeah, just 30 seconds to wrap up is just, I think that, we're all facing the ways that the second Trump administration upends a lot of assumptions far beyond climate and security, but about the US role in the world, a lot of driving of Europe's own quest for defense autonomy and strategic autonomy. And so in addition to those Trump policies, creating blind spots and exposing risks to the United States from a national security perspective, it also risks slowing important conversations around the world in terms of the proper role of militaries amid climate change, because ultimately climate security is just security amid climate change. So it warrants conversations about what we mean by security. And so I think it really, there's great value in continued European leadership and political courage on these issues, and sticking to the facts of climate change as they affect our national and global security. And there's great value in the work of Iris and everyone in that room there that we very much appreciate in the United States. And finally, I would say, the US climate and climate security community is sort of down but not out. There is still obviously a great deal of work on this topic outside of the executive branch. There's still various inroads in the US Congress, in subnational work and in work on disaster response. And so there's not been some broader US public shift against climate change, I would say. And fourth is that climate change gets a vote, right? We've seen ways that even under this administration, things like catastrophic flooding in Texas have caused the administration to back off planned cuts to flood forecasting, for example. And we're about to enter a historic El Nino with elections coming up, with high gas and energy prices, with a FEMA that has been hamstrung. So there's quite a bit of room for the politics of climate change in the United States to continue to shift. And I'll close there. Thank you very much. Thank you very much, Tom, for presenting the American perspective. It's very interesting also for us from the European, the French perspective to hear the historical dynamics that have happened, as well as the more contemporary ones with the shift from the first Trump administration to the second. So we will probably get back to it because I guess we will have many questions also. But thank you so much. Pauline Baudu, je me tourne maintenant vers vous. Alors, on parle beaucoup des États-Unis, mais le cas du Canada est particulièrement intéressant aussi dans ce contexte, puisque le Canada est aussi particulièrement moteur dans la prise en compte de ces enjeux. Donc, je me tourne vers vous aussi avec la même question qu'on a posée aux panélistes précédents. Donc, quelle approche canadienne à la sécurité climatique? Quelle place de ce concept dans les politiques de défense et de sécurité? Quelles sont les spécificités? On peut faire l'association parfois de l'approche canadienne et de l'approche américaine à la sécurité climatique, mais quelles sont les spécificités des approches et de l'approche canadienne? Et enfin, une dernière question, quel rôle jouent les think tanks, notamment le programme Climat Sécurité du CDA Institute, et quelles perspectives aussi concernant les recommandations que vous avez pu émettre et les priorités en matière de politique publique dans ce domaine au Canada. Merci beaucoup, Pauline, pour vos réponses. Merci Mathilde, merci pour l'invitation, bonjour à tous. Et oui, et l'ordre de passage est idéal en fait, comme on en parlait, parce que je parle après Tom, alors que c'est d'abord
à travers l'écosystème états-unien que j'ai été formée sur le sujet, donc avant d'arriver au Canada, et précisément au Center for Climate and Security, où j'ai travaillé auprès de Sherry Goodman, qui a conceptualisé la notion de multiplicateur de menaces et qui a fait une apparition prominente sur les dernières présentations, et dont le livre apparaissait notamment dans la présentation de Ronia, et j'ai justement eu la chance de travailler étroitement avec Sherry à la rédaction de ce livre. Donc, c'est toujours un plaisir de l'avoir citée et mentionnée de manière aussi extensive, parce qu'elle a vraiment eu un impact transformateur sur la pensée de la sécurité climatique. Et avant ça, j'ai été diplômée de l'école de l'IRIS, et j'ai pu travailler avec le programme climat-sécurité de l'IRIS, donc qui fait vraiment un travail essentiel sur le sujet en France. Donc félicitations pour les 10 ans de l'Observatoire, et je suis bien peinée de ne pas être avec vous en personne aujourd'hui. Donc je vais parler effectivement du point de vue de la perspective canadienne et le think tank. Le CDA Institute étant un think tank de défense sur la défense canadienne, avec un ancrage historique fort dans sa structure au sein des forces armées canadiennes. Et donc on se saisit aussi de la thématique climat-sécurité depuis quelques années. Donc d'abord sur l'origine de l'intégration du sujet dans les débats de défense au Canada. Je dirais qu'au Canada, l'intégration des enjeux climat-sécurité s'est développée plus tardivement qu'aux États-Unis, qui ont, comme ça l'a été largement expliqué, joué un rôle moteur dès les années 2000 dans l'analyse des implications du changement climatique. Le Canada, de son côté, est longtemps demeuré concentré sur les dimensions environnementales et arctiques du sujet, un peu plus siloté, en conceptualisant encore le changement climatique donc en silo comme une menace adjacente au reste dans sa doctrine, notamment dans la stratégie de défense Strong, Secure and Engaged. Ça a changé depuis. C'est récemment, au cours des dernières années, que la communauté canadienne de défense a commencé à considérer le changement climatique comme un enjeu transversal de sécurité nationale et qui transforme donc l'environnement stratégique du Canada. Et je dirais que l'enjeu climat-sécurité a également constitué un domaine ou un axe par lequel le Canada a pu, entre 2021 et 2024, exercer un leadership plus visible au sein de l'OTAN. Parce que l'OTAN a donc progressivement institutionnalisé cette question au sein de son agenda. Et donc, le Canada, notamment à travers son rôle de nation cadre, à l'initiative du Centre d'excellence OTAN sur le changement climatique et la sécurité, qui se situe à Montréal, et donc Victor en parlera bien mieux que moi. Je dirais que la thématique climat-sécurité a eu un peu une fonction presque diplomatique ou d'outil de maintien de standing pour le Canada au sein de l'OTAN, qui jusqu'à maintenant a été vu un peu comme à la traîne sur les investissements, avait un peu plus de réticence à se saisir des thématiques de hard defense. Aujourd'hui, ceci dit, depuis donc janvier 2025, le contexte global et domestique a drastiquement changé. Donc le Canada réinvestit massivement dans ses capacités militaires conventionnelles. On parle vraiment d'investissement générationnel. Le Canada accélère la modernisation de ses forces armées et adopte une posture donc beaucoup plus affirmée sur les questions de défense nationale et collective. Parce que je le disais auparavant, c'était vraiment pas sur le devant des débats nationaux. Il y a vraiment une réticence un peu culturelle et dans l'opinion publique à se saisir des enjeux de défense conventionnelle. Donc il y a un vrai shift dans la conversation, et c'est dans ce nouvel environnement, les enjeux climat-sécurité qui ont, comme on le disait, baissé dans l'agenda mondial, sont de moins en moins abordés comme un domaine distinct de spécialisation et de plus en plus comme l'une des nombreuses variables qui influencent la résilience opérationnelle et la souveraineté. Donc l'enjeu de manière plus globale même pour le Canada, c'est de continuer aussi à travailler, à trouver comment continuer à travailler avec les États-Unis sur les sujets de défense tout en réduisant sa dépendance structurelle aux capacités états-uniennes. Donc c'est vraiment l'enjeu crucial et central du moment. Et l'approche canadienne donc, demeure aujourd'hui fortement influencée par les cadres conceptuels qui ont été développés aux États-Unis et au sein de l'OTAN depuis le 2021, donc notamment ce concept de multiplicateur de menaces,
tout en cherchant à les adapter aux réalités propres du pays et notamment la résilience des infrastructures critiques qui sont vraiment touchées par la fonte du pergélisol et les événements extrêmes. La sécurité dans l'Arctique, l'Arctique étant 40% du territoire canadien, et avec une dimension importante sur le partenariat avec les communautés autochtones, et cette dimension est vraiment largement intégrée au sein des forces armées canadiennes. Et le troisième sujet, c'est les opérations de soutien aux autorités civiles et les défis liés à l'immensité du territoire canadien et notamment face aux catastrophes climatiques sur le territoire national. Donc les inondations et les feux qui font vraiment partie du lot quotidien au Canada en raison des réalités topographiques et climatiques. Donc c'est vraiment ces enjeux-là qui structurent la pensée opérationnelle sur le climat-sécurité. Et si on regarde l'évolution un peu plus micro, l'évolution récente des réflexions au sein des Forces armées canadiennes et du ministère de la Défense nationale, les principaux documents stratégiques publiés depuis 2022 reconnaissent vraiment désormais les changements climatiques comme ayant des implications directes pour la sécurité nationale et les opérations militaires et les infrastructures. Je vais citer notamment la politique donc, de défense de 2024, Notre Nord fort et libre, qui marque vraiment une étape clé, parce qu'elle reconnaît explicitement que le changement climatique transforme rapidement l'environnement physique et géopolitique de l'Arctique canadien. Donc le prisme d'analyse de cette politique, c'est vraiment l'Arctique canadien, c'est centré sur l'Arctique. Et que le changement climatique agit comme un facteur d'instabilité. Et donc les réponses proposées demeurent principalement centrées sur l'acquisition des capacités, le renforcement de la présence militaire dans la région et la modernisation des forces. L'autre stratégie que je citerai, c'est la Defense Climate and Sustainability Strategy de 2023, qui établit des objectifs en matière de réduction des émissions par les forces armées, d'approvisionnement durable en matériaux et d'adaptation des infrastructures aux risques climatiques. Et donc, le défi aujourd'hui, avec l'existence de ces doctrines, c'est opérationnellement, c'est celui de la mise en œuvre, dans le sens où les considérations de durabilité demeurent comme traitées dans des stratégies distinctes plutôt que d'être intégrées de manière systématique au processus de développement des capacités ou aux critères d'approvisionnement. Et donc, la prochaine étape, c'est vraiment de passer d'une logique de stratégie à une logique d'exécution, de développer des plans d'action comme ça avait été fait par les États-Unis, d'ailleurs par chaque branche des forces armées des États-Unis. Il y avait le Army Climate Security Action Plan. Donc c'est vraiment vers ce genre de dynamique qu'on doit se tourner maintenant. Établir des indicateurs de performance, définir des critères d'évaluation. Voilà. Au niveau politique, l'enjeu, c'est celui du maintien du sujet à l'agenda. Donc, il y a vraiment eu un recadrage du sujet récemment pour s'ajuster aux enjeux géostratégiques actuels qui s'opèrent au niveau des politiques publiques et de l'écosystème d'experts qui l'influencent. À nouveau, le contexte, c'est les investissements de défense qui sont au cœur des débats de défense et de sécurité nationale au Canada. C'est vraiment le sujet numéro 1. Il y a eu aussi une autre stratégie qui a été mise en place, qui est moins sur le climat, mais qui structure vraiment les débats et les initiatives de défense. C'est la stratégie industrielle de défense du Canada, qui a été publiée fin 2025, et dont l'objectif, c'est de renforcer la souveraineté industrielle et de réduire la dépendance aux sources d'approvisionnement étrangères. Et donc, le sujet climat dans cette stratégie continue à apparaître, mais il transparaît via le sujet des minéraux critiques et de l'Arctique principalement. Pour le programme climat-sécurité donc, du CDA Institute, l'enjeu, c'est vraiment l'adaptation des thèmes traités pour continuer à connecter avec les priorités des acteurs de défense. L'objectif du programme actuellement sur lequel je travaille, c'est d'informer les débats pour s'assurer que les investissements en défense et en décarbonation, en technologie propre, les investissements de défense d'une part et les investissements en technologie propre, en infrastructures résilientes au climat et en décarbonation ne soient pas vus comme des objectifs en compétition, mais vraiment comme des investissements complémentaires et qui se renforcent mutuellement. Une chose que je mentionnerai aussi, c'est
le shift qu'on voit aussi au sein des partenaires de nos partenaires au CD Institute, donc dans l'écosystème de nos partenaires canadiens, notamment industriels. On voit, et c'est vraiment comme le revers de la médaille, quand même un fort intérêt nouveau de la part des acteurs climat et énergie pour les thèmes de défense. Et donc, cherchant à insérer dans cet écosystème de défense qui n'est pas toujours facile à comprendre, qui est peu perméable et qui peut paraître opaque. Et donc, le think tank de défense, comme le CD Institute, constitue une porte d'accès aux acteurs de la défense pour les acteurs climat et énergie. Et je terminerai en parlant donc de l'outil principal qu'on utilise justement pour créer cette plateforme et cette mise en relation. C'est le sommet de Montréal sur la sécurité climatique qu'on organise, qu'on a le plaisir d'organiser annuellement avec le Centre d'excellence de l'OTAN, qui est donc notre partenaire principal opérationnellement. Et donc le sommet, c'est vraiment une plateforme pour connecter les acteurs de l'écosystème climat-sécurité mondiale pour avancer des solutions concrètes. C'est vraiment centré sur le volet défense de la sécurité climatique. Donc, on le voit vraiment comme une complémentarité avec le Berlin Climate Security Conference, par exemple, pour ne surtout pas réinventer la roue et ne pas être redondant parce qu'on n'a pas... Je pense que l'écosystème, de manière générale, on n'a pas le luxe de multiplier les ressources et de se diviser. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être complémentaires dans nos approches. Mais voilà, c'est un sommet qui a pris vraiment de l'ampleur. On accueille environ 300 participants chaque année, venant des pays de l'OTAN et au-delà. C'est vraiment intersectoriel. C'est assez de haut niveau aussi. On accueille des ministres, des ambassadeurs, des officiers 3 étoiles. Donc ça témoigne vraiment du fait que le sujet est toujours vivant sur la scène mondiale. J'en profite pour souligner qu'il y a tous les ans une présence, et même l'année dernière, une présence des experts des États-Unis qui reste forte. Tom est un conférencier qui vient très régulièrement intervenir sur scène notamment. Et pour dire aussi que le sujet reste quand même important, y compris au plus haut niveau. L'année dernière, on a le ministre de la Défense nationale du Canada qui a fait un discours de keynote et qui a présenté une conceptualisation du changement climatique et de son impact sur la défense. La conceptualisation la plus avancée que j'ai entendue à ce jour, à ce niveau-là, de la part d'un ministre de la Défense. Il a présenté la nature comme un atout stratégique, la protection des écosystèmes comme une forme de dissuasion. C'est des choses des concepts qui ne sont pas généralisés même au sein de l'écosystème climat-sécurité. Donc ça a continué vraiment, son discours a continué à résonner dans notre communauté de pratique bien après le sommet. Et cette année, le thème du sommet, c'est s'assurer que les investissements en matière de défense faits au sein de l'OTAN répondent aux critères climatiques et prennent en compte le changement climatique. Et donc, il y a vraiment un focus qui est fait sur l'industrie, le rôle de l'industrie pour proposer des solutions concrètes à ce... Et donc, le but du sommet, c'est aussi de répondre à ce besoin de mise en relation de l'industrie avec les acteurs de la défense. Je m'arrêterai ici. Je pense que j'ai été assez longue et je vous remercie. Merci beaucoup, Pauline, pour ce panorama canadien. Et c'est une transition toute trouvée puisque ça me permet de donner directement la parole à Victor Bernot qui travaille justement au Casco et que vous mentionniez justement dans le cadre de la conférence sur la sécurité climatique de Montréal. Donc, Victor, je vais me tourner vers vous. Merci, Pauline, encore une fois. Et Victor, je me tourne vers vous pour décrire justement, au-delà du sommet de la sécurité climatique de Montréal, comment est-ce que le Casco permet d'intégrer dans le cadre de l'OTAN cette dimension, cette notion de sécurité climatique? Quels sont aussi les principaux axes de travail du Casco? Et comment est-ce que la sécurité climatique est intégrée dans le cadre des activités militaires, notamment des activités militaires conjointes? Et enfin, une dernière question en lien notamment avec l'intervention de Tom. Comment continuer et perpétuer cette intégration des enjeux qui est toujours existante, comme le disait Pauline,
dans une instance multilatérale, alors que certains États, à l'instar des États-Unis, contestent justement la légitimité de cette approche aujourd'hui. Et comment est-ce que ces organisations peuvent jouer un rôle de coordination, voire potentiellement de compensation même, pour faire face aux divergences entre États sur cette question de plus en plus polarisée des enjeux climatiques. Merci, Hector. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Le son est bon, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Alors, merci pour ces questions. Donc, nous, on est localisé à Montréal parce que le Canada a accueilli et accueille depuis 2023 la création d'un centre d'excellence de l'OTAN sur le changement climatique et la sécurité. Pour faire un pas de côté, dézoomer un peu, un centre d'excellence de l'OTAN, il existe actuellement 30 centres d'excellence à l'OTAN. Leur rôle, c'est d'être spécialisé dans un domaine fonctionnel. C'est jouer un hub d'expertise, un rôle d'expertise sur un sujet précis, afin de contribuer à la transformation de l'Alliance, on va dire, et participer aux travaux de l'OTAN. Donc, tous les centres d'excellence sont construits un peu sur le même modèle, on va dire, c'est-à-dire former, améliorer l'interopérabilité, valider des concepts ou identifier des enseignements, des rétextes, des leçons learned. Donc, l'OTAN s'appuie énormément sur ces centres d'excellence. Nous sommes le dernier centre d'excellence à avoir été créé en 2023, accrédité par ACT OTAN en 2024. Aujourd'hui, il y a d'autres centres d'excellence qui sont en cours de création. Je pense par exemple à un qui se crée en ce moment en Italie sur les activités sous-marines, ou un autre sur l'intelligence artificielle en France qui est en voie de développement. Donc le CASCO, aujourd'hui, c'est 12 nations sponsors, c'est une organisation internationale dont le Canada est la nation cadre. Nous sommes environ une trentaine de membres, moitié internationaux, moitié canadiens. Et on évolue en fonction de nos axes de travaux, de missions, on va dire, c'est sur 4 piliers. C'est sur l'éducation et la formation, la recherche, l'analyse et les enseignements tirés. Le pilier numéro 3, c'est l'élaboration de concepts et d'expérimentation. Et enfin, c'est l'élaboration de la doctrine et des normes de l'OTAN. Donc, Adrien l'a dit en propos introductif sur la genèse du concept de sécurité climatique. L'OTAN, au tournant des années 2020, a fait un gros travail parce qu'il elle se veut l'organisation principale en matière de compréhension et d'adaptation des effets du changement climatique sur la sécurité. Il y a eu en 2021 l'Action Plan, le plan d'action sur la sécurité climatique. En 2022, il y a eu un concept stratégique qui est sorti où il fait mention du changement climatique comme une menace. Lors du sommet, par exemple, à Bruxelles en 2021, il fait beaucoup mention de la sécurité climatique. Lors du communiqué final lors du sommet de Vilnius en 2023 également, il y a un paragraphe dédié à la sécurité climatique. Et donc, son plan d'action repose sur 4 piliers, c'est la connaissance, la sensibilisation, l'adaptation et l'atténuation. Donc, nous, ici au CASCO, on axe nos livrables et nos actions sur 4 champs d'action, on va dire, sur premièrement la recherche et l'analyse, c'est-à-dire renforcer les connaissances et la compréhension des effets du changement climatique sur la sécurité de l'OTAN, recueillir et diffuser des leçons apprises. Après, c'est la doctrine, la sensibilisation à la coopération et l'éducation. Donc, je vais commencer par la doctrine pour rentrer un peu plus en détail. Actuellement, à l'OTAN, il y a 56 doctrines, c'est des Allied Joint Publications, des AJP. Donc, les 56 AJP ne concernent pas tous la sécurité climatique, mais disons qu'il y en a une vingtaine, une quinzaine qui concernent directement la sécurité climatique, que ce soit sur les fonctions militaires, sur la sécurité humaine, sur l'environnement sécuritaire. Donc la doctrine, en gros, c'est l'énoncé de principes fondamentaux qui guident les actions des forces armées dans leur poursuite des objectifs d'un point de vue comme un cadre commun de référence dans une pensée stratégique. En gros, c'est une boîte à outils pour le commandement. Donc sur les 56 doctrines actuellement, par exemple cette année en 2026, en cours de ratification, il y a la doctrine sur la logistique. Donc, je vais citer juste un passage où on dit que le changement climatique
a des répercussions importantes sur les opérations militaires, les infrastructures, la sécurité mondiale, avec l'intensification et l'augmentation fréquente des phénomènes climatiques météorologiques extrêmes, inondations, chaleur, vagues de chaleur, feux de forêt. Donc tout ça menace les bases militaires, les chaînes d'approvisionnement, la préparation opérationnelle, la performance des équipements et, a un impact aussi sur l'opérationnel et le réseau logistique. Donc en gros, c'est faire entrer ces considérations de sécurité climatique dans la réflexion doctrinale. En ce moment aussi, à l'OTAN, il y a une réflexion doctrinale sur la doctrine numéro 1 qui s'appelle donc AJP numéro 1, qui est un peu la clé de voûte des doctrines. Et pareil, il faut faire rentrer des considérations de sécurité climatique dans ce cadre de réflexion stratégique. Donc, c'est le changement climatique qui agit comme un multiplicateur de menaces, ça a été dit et rappelé, en aggravant les conflits, la rareté des ressources, les migrations, l'instabilité régionale et la compétition géopolitique. Donc, je ne vais pas citer tout le paragraphe, mais voilà, on trouve bien l'environnement opérationnel qui affecte les infrastructures, la mobilité, la logistique, la préparation des forces, et voilà. Donc ça, c'est le premier champ, on va dire. Après, il y a le champ de la normalisation. À l'OTAN, vous savez que l'OTAN fonctionne essentiellement en interopérabilité, c'est-à-dire agit de manière cohérente et efficace entre les 32 membres afin d'atteindre des objectifs tactiques, opérationnels et stratégiques. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des règles communes, des procédures communes et des usages communs au sein de l'OTAN. Si je prends, par exemple, le matériel et les cycles de vie des équipements, et on fait beaucoup d'essais climatiques et de conceptualisation sur le matériel. Donc, tout ceci rentre dans des cadres de procédure. Ça s'appelle les STADAC. Le STADAC de référence, c'est le 4370, qui définit les procédures de vérification sur la durabilité environnementale et climatique du matériel de défense, sur notamment le transport, le stockage, le transit et le déploiement et l'utilisation. Deuxième axe important de développement et de mission, on va dire, c'est le concept opérationnel. Alors, à l'OTAN, il existe une task force sur la sécurité climatique, le changement climatique et la sécurité. En 2025-2026, on a écrit un concept stratégique, un BA Strategic Report. En 2026-2027, on est en train d'écrire un concept opérationnel dont l'objectif, c'est de définir l'impact du changement climatique et de la sécurité sur les missions et les opérations de l'OTAN afin de garantir l'efficacité militaire dans un contexte climatique en mutation, afin d'attribuer des responsabilités, établir des liens avec d'autres axes de travail, fournir des orientations générales sur la planification et les processus de mise en œuvre. Donc ça, c'est pour le concept opérationnel. Enfin, deuxièmement, au sein de cet axe de développement, il y a l'expérimentation. Pour l'instant, ça se traduit par du wargaming. C'est un outil très en vogue de simulation. Ça permet d'élaborer des scénarios, d'aide à la prise de décision au niveau stratégique, opérationnel et tactique. On est en train de développer deux wargames, un sur l'Arctique et un sur un Sahel à horizon 2050. L'intégration de la sécurité climatique à travers le wargaming, ça permet de toucher un public varié, on va dire. Avec des sensibilisations différentes, de diffuser des scénarios et créer diffuser des connaissances et créer des scénarios. En fait, en deuxième ordre d'axe de mission, c'est la recherche et l'analyse. Donc, chaque année, on publie un journal, une revue scientifique où on met des publications pour comprendre les répercussions du changement climatique sur le secteur militaire et de la défense, et en identifiant les défis et les opportunités qui en découlent sur la sécurité. Deuxièmement, on crée des ateliers de travail, des workshops. Il y en a un sur les données climatiques. Donc, comment on intègre les données climatiques, les données sur la sécurité climatique, à savoir les données issues de sciences du climat, avec des indicateurs physiques, ou des données provenant de sciences sociales, ou d'indicateurs socio-économiques. Ça vise à fortifier, à fournir une vision globale et transformer la compréhension des enjeux climatiques en action. Donc, c'est des ateliers entre plusieurs pays, multilatéralisme, plusieurs centres d'excellence également,
Donc, c'est de tirer parti des connaissances acquises et de collaborer envers des orientations pratiques, envers des institutions de défense. Le deuxième atelier qu'on a créé, c'est sur l'Arctique, c'est un travail collaboratif, cette fois avec pas mal de centres d'excellence de l'OTAN. C'est un travail donc ça s'appelle Arctic Project. Ça veille à identifier l'Arctique comme un enjeu stratégique majeur actuellement sur les infrastructures, les ressources et le capacitaire. Enfin, je dirais qu'on a créé aussi une communauté de pratique, de praticiens qui veillent à faire le pont entre la recherche académique et le monde militaire et les civils de la défense, favoriser le dialogue et les différents domaines d'expertise. Pour l'instant, ça prend la forme d'une communauté publique où on présente chaque mois des thématiques différentes avec des experts. Et le quatrième axe sur lequel j'aimerais insister, c'est l'éducation et la formation. Cette année, en 2026, on donne 3 modules de formation différents, 2 en Europe, 1 au Canada, et pour mettre l'accent sur l'intégration des considérations climatiques dans les processus et la planification et l'aide à la décision. Les participants sous forme de scénarios interagissent entre les facteurs de stress environnementaux et les dynamiques opérationnelles et stratégiques. Donc, le public cible, c'est les militaires et les civils, bien sûr, pour renforcer leurs compétences et en matière de prise de décision. Également, nous organisons le sommet annuel le sommet de Montréal sur la sécurité climatique dont Pauline a évoqué. Et voilà, donc annuellement, 250 à 300 participants d'horizons différents se réunissent à Montréal pour parler de sécurité climatique. Et voilà, pour conclure, je souhaiterais vous souhaiter un joyeux anniversaire à l'Observatoire. Vous féliciter pour vos travaux qui sont de forte qualité, qui sont très appréciables. Par exemple, quand j'étais à l'état-major, je me souviens en 2023, l'étude sur les foyers de conflit nous a beaucoup été utile, notamment la carte. Et cette étude est très, très utile et fort appréciable. J'écoute souvent les podcasts et c'est très important de mobiliser les autres autorités sur ces enjeux de sécurité climatique. Merci. Merci beaucoup, Victor, pour cet état des lieux et ce cadrage très clair des différents piliers autour duquel s'articulent les activités du Casco. Je vais me tourner directement vers l'audience, remercier tous les panélistes. Thank you to everyone for your interventions et les présentations, qui étaient très claires et très éclairantes. Mais du coup, je vais laisser la parole à l'audience pour un petit peu d'interaction. Pour creuser aussi les sujets, si vous avez des sujets. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. J'ai 2 questions. Une première pour Adrien Estève. Vous avez mentionné le lien très fort entre vision stratégique, intégration de la sécurité climatique, notamment vous avez pris l'exemple des hotspots qui reflètent un peu la considération stratégique que les pays peuvent avoir. Et donc partant de ce constat et de cette réflexion-là, je me demandais si vous, dans vos recherches et vos travaux, vous avez un peu analysé une bascule stratégique sur les enjeux sécuritaires, sur la sécurité climatique notamment récemment, avec toutes les questions sur l'Arctique, l'acoustique, l'espace, et si aujourd'hui on a plutôt une bascule vers le champ de l'hybridité, si ça avait influencé la conception sur la sécurité climatique. Et enfin, une question pour Pauline Baudu sur... alors déjà, je tenais à dire que la présentation que vous avez faite était très éclairante et m'a fait me rendre compte que la vision canadienne se rapprochait beaucoup de la vision française, et même l'intégration au sein du ministère. Et donc, je me demandais, vous avez parlé de votre maintien de liaison avec le partenaire américain, et donc je me demandais avec quel levier vous continuez à communiquer avec ce partenaire-là sur les enjeux de sécurité climatique. Merci beaucoup pour votre question. Je me permets de prendre la parole. Sur le lien, donc, sur le fait que l'hybridité aurait accéléré la prise en compte de la sécurité climatique, j'ai envie de vous dire oui. Peut-être pas du point de vue spatial que je connais moins,
Mais c'est vrai que du point de vue, en tout cas, marin, c'est-à-dire le prisme marin, moi, j'ai toujours été frappé dans tous les terrains de recherche que j'ai fait de l'avance qu'avait la marine, hein, de manière générale, sur la prise en compte de ces enjeux de dérèglement climatique, en raison notamment du réchauffement des eaux et de leurs effets sur les sonars, hein, des sous-marins, du réchauffement des eaux et de leur effet aussi en termes de mobilité des pêcheurs ou d'autres considérations qui sont très pratico-pratiques en réalité pour les marins. Je dis pas que les terriens ou les aériens ne s'en sont jamais occupés. Je vois à ma droite, voilà, je vais me faire retoquer. Mais en tout cas, c'est vrai que les marins ont toujours eu ce souci. Donc, si c'est par l'approche par les milieux, je dirais plutôt que la thématique est venue, la réponse est oui, hein. En tout cas, la marine, et Julia Tass n'est pas ici, mais Julia, justement, est entrée aussi en sécurité climatique, comme on entre un peu en religion, à travers la marine aussi, enfin, à travers le prisme marin. Donc, oui, voilà, pour le dire clairement. Et Pauline, merci Adrien. Pauline, si vous voulez répondre aussi à la question de... Oui, merci pour cette question. Au niveau du maintien de la collaboration, je parlais principalement sur les sujets de défense plus généralement. Ce qui est vraiment un enjeu pour le Canada parce que le positionnement, les capacités de défense canadiennes sont vraiment intrinsèquement liées et parce que historiquement, ça a été conceptualisé comme ça ça s'appelle la défense continentale. Et donc, c'est vraiment les structures des forces armées et les capacités comme le NORAD, donc le système d'alerte sur l'espace aérien et antimissile. Ça, c'est vraiment des structures qui sont conjointement co-gérées par les États-Unis et le Canada. Et donc, comment on continue à travailler en partenariat sur ces choses-là, en sachant qu'on est structurellement dépendant des orientations politiques américaines sur le sujet. Il y a d'autres axes sur lesquels il y a une dépendance, notamment sur les États-Unis restent le fournisseur principal d'armement et de matériel militaire canadien. Donc, ouais, il y a vraiment une dépendance structurelle et donc comment on arrive à continuer à développer, enfin, à gérer la relation sans s'en détacher totalement, sans s'en détourner, parce que ce serait délicat de le faire au vu des réactions imprévisibles. Mais de continuer à regarder aussi d'autres partenaires, d'autres fournisseurs et vraiment de diversifier son portefeuille de partenaires. Donc c'est vraiment sur le côté de défense. Sur le côté climat-défense, climat-sécurité, je pense que assez simplement, il y a plus grand-chose, voire plus rien qui se passe au niveau fédéral. Bon, plus rien, c'est un peu fort, mais ça a été vraiment très largement freiné. Donc, c'est sûr que c'est pas le gouvernement fédéral, c'est pas un partenaire là de prédilection pour le Canada sur ce sujet. Par contre, la manière de continuer à travailler avec les experts américains sur le sujet, c'est au niveau working level. Et donc, c'est avec des institutions comme le Center for Climate and Security de continuer à collaborer à ce niveau-là, même si on ne peut plus au niveau politique, mais de profiter de l'expertise qui reste et qui est essentielle, vraiment, parce que les États-Unis conservent la masse d'expertise et la connaissance et l'avancement sur la prise en compte de ces sujets. Ça reste vraiment une expertise qui est sur le territoire, qui est primordiale et qui doit être protégée comme on le peut. Merci Pauline. Une autre question dans le... Oui, après... Bon, ouais. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. J'ai une question pour Tom et I can switch in English to maybe ask. I was wondering from an American point of view, what would be the consequences of the deleting of all American data on climate change from all the websites that had already compiled and gathered all this information?
can we already perceive some consequences for military preparation or for research as the Center of Climate and Security is working on? But I think it's also a question that could apply to all the American partners that we have in the room. But yes, that would be it. Sure, thank you. Okay. Tom, go ahead. Yeah, thank you. Sure. Yeah, thank you for the question. I think there are a few aspects of that. First is the issue of official websites and policy documents and strategic plans and sort of the intellectual repository of knowledge on these issues. And across all of these, I would say there's a great deal of effort to preserve that body of knowledge. We at CCS, for example, have created something called the CCS Resource Hub, which has basically every government or important sort of non-governmental document or major assessment on these topics we can find organized. So, for example, even as websites change or PDFs become unavailable or those types of things, we try to preserve those independently. So you can find those still online there. There are, of course, much of the knowledge on this is not, in PDFs. It's either in human beings or it's in data sets and the capabilities that underpin those data sets. So on the data side, there are equivalent efforts across the US community to preserve some of those things. So, for example, the National Oceanographic and Atmospheric Administration, NOAA, for a long time maintained something called the $1 Billion Disasters Dataset, which monitored extreme weather disasters and impacts historically across the United States going back. And that program was cut by the administration, but has since been taken over by a non-governmental organization and philanthropic funding. So you can sort of still find that information. I think it's at climate.us, for example. And then there are also, I think the broader, two things. On the data point as well, I think this is also an area where there is a great deal of dependency of various kinds on either US satellites or ocean monitoring systems or data collection of various kinds that is rightly getting attention to preserve. So, for example, just recently there was a Trump administration proposal to start dismantling the ocean monitoring buoy monitoring system and measurement system that is administered around the world that received quite a bit of pushback and was actually defeated in Congress recently. So I think identifying those areas where US either scientific infrastructure or other capabilities are kind of providing a global public good and finding ways to preserve those is important. And then the last point I'll make is just on the human capital piece of this. It's not even specific to climate change, but the broader cuts that we've seen across the United States to this sort of scientific enterprise and talent pipeline are very concerning in terms of cuts to the National Science Foundation, to various US government-supported research programs. I think that will take quite a bit of time to rebuild as we see the impacts. It's not something you can just turn back on, right? Because people are coming up through PhD programs and then deciding they should pivot their careers because there's no funding for what they wanted to do or things like that. That will take a while to turn back on and bring back about. So the extent to which we can support and maintain that community of people and give them pathways to continue to develop and contribute in these areas is also important. Thank you, Tom. Et on va peut-être prendre une dernière question, je crois. Merci. Marc, monsieur, vous avez une question? Ce sera plus qu'une question parce qu'on a déjà dépassé le temps, malheureusement, mais donc une question. Merci pour la présentation. Ma question était autour de la définition de la sécurité, le volet de la sécurité climatique. J'ai trouvé
la définition assez pauvre en termes juste de l'impact sur le corps humain ou sur le volet tactique et stratégique. Il manquait, à mon sens, un certain nombre de périmètres qui m'a donné de l'espoir. C'est que Madame Baudu nous a parlé, notamment côté Canada, du volet, une discussion actuellement autour de l'intégration multicritère. Je vous laisse poser la question, je me permets de vous interrompre et d'aller directement à la question. On n'a plus beaucoup de temps. Est-ce que vous avez un champ, un endroit, un champ de travail autour de la définition de la sécurité environnementale et notamment l'intégration des paramètres de mobilité géostratégique que impliquent les modifications des aires de répartition? Je vous remercie. C'est pour Adrien, ça, je pense. Merci Pauline. Ouais, il me semble avoir évoqué les questions de santé quand j'ai parlé des effets sur le corps des soldats, des effets de coups de chaleur. Le service de santé des armées d'ailleurs est assez mobilisé sur le sujet. Je pense que c'est une des organisations au ministère des Armées aujourd'hui qui travaille le plus sur ces impacts vraiment très concrets sur le corps des soldats. Pour la deuxième partie de votre question, je vois pas trop à quoi vous faites référence en réalité. Vraiment, en termes de mobilité géostratégique, etc., je sais pas. Donc je suis désolé, je peux pas répondre parce que j'ai pas saisi l'essence de votre question. On pourra approfondir cette question plus tard, mais merci beaucoup à tous et à toutes encore une fois pour tous nos panélistes pour ces interventions extrêmement riches, ce panorama très divers aussi qu'on a eu dans les présentations, d'avoir cette perspective européenne avec la France, l'Allemagne, et d'avoir aussi la dimension américaine avec les États-Unis, le Canada et le Casco. Donc merci beaucoup, Danke Ronja et thank you Tom, et à bientôt, merci à tous. Merci. Thank you all. Merci.